Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune étudiant d'Angleterre, un étudiant complètement normal qui avait des bonnes notes, une famille aimante, des amis, tout allait bien, et puis il a totalement disparu. Il est réapparu quelques temps plus tard, en Corée du Nord, totalement transformé. Aujourd'hui, je vous invite pour un petit voyage dans un des pays les plus fermés et les plus inaccessibles au monde. Il est contrôlé par le leader suprême Kim Jong-un et c'est un des pires pays en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. La peine de mort est appliquée pour de nombreuses lois et les enfants sont aussi sujets à ces lois-là. C'est un pays qui est totalement coupé du monde et qui est particulièrement pas copain du tout avec les États-Unis. Plus globalement, la Corée du Nord, elle a pas beaucoup de copains en fait. Elle participe à très peu d'accords internationaux. C'est vraiment un pays replié sur lui-même. Et la Corée du Nord, elle a des lois très particulières. Je vais vous faire visiter rapidement, donc faites vos bagages. On embarque pour la Corée du Nord. Alors pour rentrer déjà, il faut contacter une agence de voyage approuvée par la Corée du Nord. Tu peux pas prendre un billet et partir comme ça sur Booking ou je sais pas quoi. Tu dois contacter une agence de voyage agréée. Il faut savoir que la Corée du Nord accepte un nombre très réduit de touristes par an. Donc il y a une poignée de milliers de touristes qui ont le droit d'aller chaque année. Une fois là-bas, l'expérience est très spéciale. Ça n'a rien à voir avec un voyage dans la plupart des autres pays du monde. Déjà, à l'entrée du pays, si ton passeport il n'est pas en règle, tu risques d'être détenu. Voilà. Et une fois en Corée du Nord, tu pourras pas aller n'importe où. Il va y avoir un parcours très précis qui va être prévu pour toi, tu pourras pas dévier de ce parcours-là, et peu importe où tu iras, il y aura un guide qui va t'accompagner, et ce guide-là, c'est un membre du gouvernement. Tu peux pas te balader où tu veux, tout seul, ça c'est pas possible. On va te donner une chambre d'hôtel et tu vas devoir rester dans l'hôtel la nuit, tu pourras pas sortir. Les hôtels sont vraiment prévus pour les touristes, ils ont été construits pour ça et ils sont étroitement surveillés. Ta chambre, ça va pas être du 5 étoiles, mais c'est quand même une chambre plutôt confortable, il y a ce qu'il faut pour être quand même à l'aise. Mais ça se peut que ta douche, elle soit à l'eau froide. C'est des choses qui peuvent arriver. En Corée du Nord, il y a souvent des coupures d'électricité, des coupures de courant, donc tu pourrais avoir une douche froide. Et donc, pendant ton voyage, tu vas avoir ce fameux parcours qui va être prévu pour toi. Et en fait, tu vas voir des lieux qui vont être approuvés par le gouvernement, qui ont pour but de montrer les meilleures facettes du pays. Tu verras par exemple les statues des leaders du pays, mais là, il faut faire très attention. Devant la statue, il faut s'incliner, il faut apporter des fleurs et il faut pas prendre en photo la statue n'importe comment. Il faut pas lui couper un morceau, lui couper la tête. Il faut vraiment que la photo soit parfaite. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les photos, tu pourras pas prendre des photos n'importe où, n'importe quand. Il y a vraiment des moments qui sont prévus pour les photos et ensuite les photos sont vérifiées par ton guide. Dans ce pays, le leader est vénéré au même titre qu'un dieu. Le leader au pouvoir, Kim Jong-un, mais également son père qui est décédé et son grand-père qui est aussi décédé, toute la lignée. Si jamais tu critiques le leader au pouvoir ou les anciens leaders, ou si tu as une pensée qui va pas en leur faveur, tu risques de sérieux problèmes, la prison, voire la mort. Les leaders, c'est vraiment un sujet, on plaisante pas avec les leaders en Corée du Nord. Je sais que tu es un touriste, mais si jamais tu veux vivre en Corée du Nord, il y a des lois qui s'appliquent particulièrement aux citoyens. Il va falloir que tu aies chez toi un portrait des anciens leaders, donc Kim Il-sung et Kim Jong-il, et toutes les familles nord-coréennes ont ces portraits-là chez eux. Il y a des inspections régulières dans les maisons, et si jamais les milices trouvent qu'il y a trop de poussière sur les cadres, ou que les cadres sont pas à une hauteur suffisamment élevée, parce qu'en fait ça doit être les cadres les plus hauts dans la maison, et ben tu risques une grosse amende. Il y a vraiment un culte de l'image des leaders, tu peux pas froisser un journal où il y a une photo d'un des leaders, tu peux pas déchirer une photo, une carte postale, c'est très important, c'est sacré. Si tu veux t'installer en Corée du Nord, tu pourras pas choisir ton métier. On va t'attribuer un métier et ça va être le même pour le reste de ta vie. Il n'y a pas trop ce système de hiérarchie, de monter en grade, un petit peu, et ça dépend des endroits, mais globalement,
tu vas rester là où t'es pour le reste de ta vie. Ah, et si jamais tu veux t'installer, il faut savoir que les citoyens nord-coréens n'ont pas le droit de sortir du pays. Donc si jamais tu veux partir de la Corée du Nord, ce sera de manière illégale et au péril de ta vie. Si tu sors et que tu réussis à survivre, ta famille qui sera toujours en Nord-Corée risque d'avoir des gros problèmes. Mais toi, tu veux juste venir en touriste, donc en tant que touriste, tu n'auras pas le droit de parler avec les citoyens de Nord-Corée. Tu pourras pas acheter un article dans un magasin qui n'est pas destiné aux touristes. Il y a des magasins pour les Nord-Coréens et des magasins pour les touristes. Tu pourras pas accéder au bus et au métro comme tout le monde. Tu ne pourras pas convertir ta monnaie en monnaie locale sans une autorisation spéciale. Et pense surtout pas à ramener des billets nord-coréens chez toi. Ça, c'est pas possible. Et il va falloir que tu évites d'avoir des problèmes de santé aussi. Si jamais tu te tords la cheville ou quoi que ce soit, il n'y a pas de numéro centralisé pour appeler les urgences. Donc au Canada, c'est le 911. Je sais plus en France ce que c'est, mais il n'y a pas ce numéro-là. Il y a des hôpitaux, tu peux te rendre dans les hôpitaux, mais il n'y a pas de système central. Oh, et je t'ai pas dit, il va falloir que tu fasses très attention à ce que t'emportes dans ta valise. Je te parle de CD et de livres. Toute forme de musique, de film, de série, de contenu divertissant qui est étranger à la Corée du Nord est totalement interdit. Tu peux être exécuté pour avoir regardé un film américain ou pire encore un film sud-coréen. Ça, c'est le pire. Il y a des exécutions comme ça qui sont quand même régulières et si jamais t'es invité, enfin plutôt convoqué à une exécution, t'es obligé d'y aller, tu peux pas refuser. D'ailleurs, il y a une anecdote, il y a une petite fille réfugiée de 11 ans, elle est plus en Corée du Nord, elle a trouvé l'asile dans un autre pays et elle a témoigné avoir assisté à une exécution d'un jeune homme. Et lui, il avait en fait chez lui une série drama sud-coréen que son père lui avait donné. Et voilà. Et il s'est fait exécuter et la petite fille a été obligée de voir ça. Donc si jamais on juge que dans ta valise, il y a quelque chose qui est contre le système politique en place, contre l'idéologie en place, tu risques d'avoir des problèmes. On continue notre petit voyage. Il faut savoir que là-bas, tu n'auras pas de vie privée. Tes communications, tes déplacements sont surveillés, tes affaires peuvent être fouillées n'importe quand. Donc tout le principe de respect de la vie privée, de protection des données, de tout ça, ça n'existe pas du tout. Toutes les personnes qui sont en Corée du Nord ont le devoir et l'obligation d'être 100% transparentes. D'ailleurs, les téléphones portables sont souvent confisqués à l'entrée du pays. Alors pas à chaque fois, ça se peut qu'on te laisse ton téléphone portable, mais il faut que tu fasses très attention quand tu l'utilises sur le territoire nord-coréen. Et en plus de ça, tu auras accès au réseau du pays et le réseau du pays ne permet pas de passer des appels à l'extérieur, de passer des textos, n'importe quoi. Donc tu pourras pas vraiment aller sur Internet non plus. Ah oui, il y a ça aussi. Internet est pas vraiment disponible en Corée du Nord. En tout cas, pas comme nous on le connaît. C'est plutôt comme un genre d'intranet, un genre d'Internet fermé qui a un nom d'ailleurs, il s'appelle Kwangmyong. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, je vous le mets à l'écrit. Sur Kwangmyong, il y a environ 30 sites. Tu peux y accéder depuis ton hôtel ou depuis les ordinateurs publics. À l'hôtel, tu vas pouvoir envoyer un mail à ta famille qui est restée dans ton pays. Mais attention, c'est pas si simple. En fait, tu vas devoir écrire ton message et le donner à une opératrice nord-coréenne qui va le vérifier, voir si tout est bien dans le message. Elle va le retaper et l'envoyer pour toi. Et ce service-là va te coûter assez cher. J'ai fouillé un peu, j'ai vu que ça pouvait tourner autour de 200-300 dollars canadiens, mais je suis pas certaine à 100% de ces infos-là et en plus ça change avec les années, donc, mais en tout cas c'est un service qui coûte cher. En tant que touriste, tu assisteras peut-être à des scènes un peu étranges qui ont l'air d'être un peu orchestrées. En fait, il y a deux facettes en Corée du Nord. Il y a celle que les touristes voient dans la capitale à Pyongyang et il y a celle que les touristes ne voient jamais à l'extérieur de la capitale dans le reste du pays. À l'extérieur de Pyongyang, il y a une extrême pauvreté. Il y a la famine, il y a une pénurie de soins, de médicaments. Les gens vivent vraiment dans des conditions terribles. Il est interdit en Corée du Nord de pratiquer une religion. La Corée du Nord est un État laïque, mais comme je vous l'ai expliqué, les leaders sont vus comme des dieux. Donc, il n'y a pas de religion, mais c'est comme une religion des leaders.
C'est très très dangereux de posséder une Bible ou un Coran, donc ne prenez pas ça dans votre valise. Certains citoyens ont le droit d'avoir une voiture, mais ça c'est un gros privilège et c'est surtout un privilège pour les gens qui vivent à Pyongyang, dans la capitale de la Corée du Nord. La plupart des gens n'ont pas de voiture. Mais si t'en as une, il faut savoir que tu peux pas aller n'importe où, il y a des zones autorisées. Mais toi en tant que touriste, t'auras pas de problème parce que t'as pas le droit d'avoir une voiture. Si t'as envie de te faire une petite soirée Netflix dans ta chambre d'hôtel, ça va être un peu compliqué. En fait, il y a qu'une seule chaîne de télévision et c'est une chaîne, sans surprise, autorisée par l'État. Là-dessus, il y a des éloges sur le président un peu en continu, il y a des chants traditionnels, des reportages sur les news à l'intérieur du pays. Voilà, c'est beaucoup des infos, il n'y a pas beaucoup de divertissement. Le week-end, il y a 2 chaînes de télévision, donc là, il y a un peu plus de choix. Si jamais tu veux te couper les cheveux, là tu n'auras pas encore toute la liberté que tu as l'habitude d'avoir dans ton pays. Tu pourras pas te faire la coupe d'Avamax ou te teindre les cheveux en bleu. En fait, il y a un nombre de coupes agréées pour les femmes et pour les hommes, une quinzaine de coupes réglementaires pour les hommes et une vingtaine de coupes pour les femmes. Et il faut savoir que le mulet est formellement interdit depuis 2021. Et bien sûr, toi, tu as envie de te couper les cheveux comme tu veux et tu trouves ça embêtant, mais il faut savoir que pour les habitants de Nord-Corée, eux, ils pensent que le monde entier fonctionne comme ça. C'est tellement intéressant de se dire qu'il y a toute une partie de l'humanité dans ce pays-là qui pense que c'est comme ça partout. Ils n'ont pas accès aux télécommunications, à Internet, ils n'ont pas accès au monde extérieur. La plupart de ces gens, quasiment en fait tout le monde en Nord-Corée pense que le reste du monde fonctionne comme ça. Je trouve ça super dingue. Ce sujet me passionne, les gars. Évidemment, il y a plein de Nord-Coréens qui remettent en question le système, mais c'est super difficile quand tu as la tête dedans et que tu vois absolument rien d'autre que ton pays. On continue dans les règles insolites. Il n'y a pas le droit au jean. En fait, le jean rappelle un peu trop la culture américaine et je vous le rappelle, la Corée du Nord et les US sont pas très copains. Il n'y a pas le droit non plus aux leggings. Il n'y a pas le droit à certains piercings, ceux des lèvres, il n'y a pas le droit aussi. Il y a des normes vestimentaires à respecter. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Il y a tellement de règles de fou. Je sais pas trop si ça vous intéresse, mais moi je trouve ça trop passionnant. Par exemple, c'est pas très recommandé de venir le 17 décembre en tant que touriste parce que ce jour-là, c'est un jour de deuil national imposé par le gouvernement et c'est pas un jour de congé comme les autres. En fait, c'est un jour pour pleurer l'ancien leader Kim Jong-il qui est mort en 2010. Ce jour-là, il est absolument interdit de rire, de sourire, il faut pleurer. Il faut vraiment pleurer. On n'a pas le droit de boire de l'alcool, d'aller faire des activités tous les jours comme faire des courses, faire du sport. Il faut vraiment adopter une attitude de deuil. Il y a des patrouilles qui surveillent que cette tradition soit bien respectée et si jamais ils tombent sur des citoyens qui ne respectent pas ça, ils peuvent être poursuivis comme criminels idéologiques. Bref, voilà pour le tour d'horizon de la Corée du Nord. J'étais obligée de vous faire ce tour-là parce que c'est très très important pour la suite de notre histoire. Et parce que ça me passionne aussi. Alors désolée si j'étais un peu trop longue sur le sujet, mais je trouve ça vraiment fou. Il y a une dernière chose qu'il faut que je vous dise absolument, c'est qu'en Corée du Nord, il n'y a pas d'ambassade. Pas d'ambassade européenne, canadienne, américaine, zéro. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune assistance possible sur le territoire. Ce qui veut dire qu'une fois que tu rentres en Corée du Nord, tu peux plus compter sur personne. Otto Warmbier est un jeune homme de 22 ans, c'est l'aîné d'une famille de 3 enfants et c'est un jeune homme qui est brillant. Il adore faire plein de choses, il adore le sport, il est impliqué dans pas mal d'activités et c'est un garçon qui est assez aventurier. Il obtient son diplôme à l'université du Wyoming en 2013 avec une excellente mention. Et il va même faire le discours d'ouverture de la remise des diplômes. Suite à ça, il décroche une bourse pour l'université de Virginie et il commence ses études supérieures en commerce et économie. Et il réfléchit à ce qu'il voudrait faire dans la vie et il se dit qu'il aimerait bien travailler dans le secteur bancaire. Peut-être banquier ou en tout cas un travail dans le secteur bancaire. Et il sait très bien que ça va être une carrière super prenante, donc il se dit qu'il aimerait bien faire un petit voyage avant de se lancer dans sa carrière professionnelle. Et il a l'habitude de voyager, en fait, le voyage c'est une de ses grandes passions. Il a été dans pas mal de pays, en fait. Ces dernières années, il essaye de voyager 1 à 2 fois par an et il adore découvrir des nouvelles cultures, il est fasciné par le fait de
de rencontrer des gens qui pensent différemment, de voir des nouveaux paysages, il adore ça. Pour l'instant, il a déjà fait Israël, Cuba, l'Équateur et plusieurs pays d'Europe. Donc, il veut faire un dernier voyage avant de prendre la vie au sérieux, mais il ne sait pas encore trop où. En 2016, il passe un semestre à Hong Kong. Dans le cadre de ses études, il y a un programme d'échange. Et donc, le dernier semestre de ses études, il le passe à Hong Kong. Et c'est là qu'il va avoir l'idée. Il tombe sur le site d'une agence de voyage, Young Pioneer Tours. L'agence, elle organise des voyages tout compris vers la Corée du Nord. Ça pique un peu la curiosité d'Otto. Il se dit que son semestre va prendre fin bientôt, il va devoir retourner dans son pays, aux États-Unis. Et il est pas très loin de la Corée du Nord, le voyage ne lui coûterait pas très cher de là où il est. Alors ça pourrait être le moment idéal, là maintenant, pendant qu'il est à Hong Kong, de faire ce voyage qui a l'air tellement intriguant. Sur le site de l'agence, ils sont très clair. Ils ont écrit en rouge qui proposent des voyages que ta mère n'approuverait pas. C'est vraiment leur slogan. Et ils font pas seulement la Corée du Nord, ils font plein d'autres destinations, des destinations qui sont des fois inédites et parfois dangereuses. Mais c'est aussi écrit sur le site que tous leurs voyages sont très sécuritaires, qu'il n'y a pas besoin de s'en faire, que tout est parfaitement rodé. En gros, si tu y vas, c'est pour le frisson, mais tu risques pas grand-chose. C'est comme ça que c'est vendu. Regardez la foire aux questions du site, elle a changé depuis, mais regardez ce qui est écrit, ils sont vraiment très clairs sur le fait qu'il n'y a pas de risque. La curiosité d'Otto est à son comble. En plus, l'agence de voyage, elle est quand même très rassurante sur les conditions de voyage. Et puis bon, il va bien se tenir, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Il est habitué à voyager, à se confronter à d'autres cultures, donc ça devrait aller. Alors, il le fait. Il réserve un voyage de 5 nuits et 4 jours. La formule s'appelle le New Year's Party Tour et c'est sexy, ça donne envie. Ils vendent ça comme un espèce de 4 jours de folie, de fête. Et en plus de ça, il va partir avec d'autres touristes, des touristes de plein d'autres pays. Donc ça va lui permettre de rencontrer des gens et d'être dans un lieu absolument dépaysant. Donc il prend son vol et il y va. Et quand il arrive sur les lieux, effectivement, c'est spécial. L'ambiance est spéciale, mais les gens sont souriants, on lui présente son guide, il est quand même gentil. Et puis, dans le groupe, ça se passe bien. En fait, l'ambiance est tout de suite très à la bonne franquette, un peu. Tout le monde se fait des blagues. D'ailleurs, il y a même une blague qui a un peu de mauvais goût. En fait, dans le groupe, il y a des Canadiens, des Australiens, des Européens, mais il y a seulement 2 Américains, dont Otto. Et pour la blague, les autres membres du groupe arrêtent pas de surnommer Otto l'ennemi de la nation. C'est pas le meilleur surnom qu'on peut donner à quelqu'un en Corée du Nord. Parce qu'il est américain et la Corée du Nord est pas du tout amie avec les Américains. Les relations sont très tendues et du coup, il se fait appeler comme ça. Mais bon, l'ambiance est quand même très cool. Le soir, ils sont amenés à un bar pour célébrer le Nouvel An. Il y a des danseurs, des danseuses et tout se passe bien. Après ça, ils sont amenés à leur hôtel et dans cet hôtel, il y a un bar attenant, donc ils continuent à faire la fête là-bas. Donc les 5 jours et 4 nuits passent, tout va bien et le 2 janvier 2016, le petit groupe est amené à l'aéroport pour rentrer chez eux. Ils passent la sécurité de l'aéroport. Otto et le gars avec qui il partage sa chambre sont tout en arrière de la file, c'est les derniers. Tout d'un coup, il y a 2 soldats qui se dirigent vers Otto, qui lui font une petite tape sur l'épaule et qui lui font un signe pour qu'il les suive. Il est surpris et en fait, il n'a pas trop le temps de réagir que les gardes prennent gentiment mais sévèrement ses bras pour le retirer de la file. Et alors qu'il se fait escorter en dehors de la file, il y a un des voyageurs du groupe, sur le ton de l'humour, qui lui dit « Hey, c'est la dernière fois qu'on te voit, bye !» C'est pour vous dire un petit peu les 2 facettes dans l'ambiance qu'il y a dans ce pays. C'est qu'on te donne l'impression que tout va bien, tout le monde est souriant, c'est quand même détendu, mais en fait, il y a un danger, une menace. Et là, Otto, il sait pas ce qui lui arrive. Il se fait escorter en dehors de la file et tout va très vite en fait. Les minutes passent, le groupe de touristes attend Otto de l'autre côté du portique, mais il vient pas. Finalement, il y a un officiel qui vient les voir et qui leur dit que Otto a été amené à l'hôpital parce qu'il était très malade. Donc ils n'ont pas trop le choix, ils doivent remonter dans l'avion et l'avion s'envole, sans Otto. C'est le silence total, personne n'a de nouvelles d'Otto, on ne sait pas où il est. Et 2 mois plus tard, il ressurgit enfin. North Korea accused Otto of trying to steal a propaganda poster from a restricted area at his hotel.
Otto aurait été filmé le soir du Nouvel An, vous savez, le soir où ils ont bu dans les bars. Il aurait été filmé en train de prendre l'affiche du leader Kim Jong-un. Il aurait pris l'affiche comme pour un souvenir. Cette affiche, elle se trouvait au 5e étage de l'hôtel, donc l'hôtel où tous les touristes séjournaient. Cet étage, le 5e étage, est formellement interdit au public. Et regardez, il n'est même pas visible dans les ascenseurs. Cet étage-là, il est uniquement réservé au personnel. Sur les murs, il y a les règles de l'hôtel, il y a pas mal de réglementations, mais aussi énormément d'affiches de propagande. Otto se serait rendu tout seul dans cet étage et il aurait pris une des affiches au mur. Et c'est ce qu'il confesse dans une conférence de presse filmée et diffusée par la Corée du Nord. Tout le monde a vu cette vidéo. Les parents d'Otto, sa famille, ses amis, mais aussi le gouvernement américain et les journalistes du monde entier. Mais regardez bien cette vidéo. Les parents d'Otto, ils le connaissent bien et je pense qu'on n'a pas besoin de bien le connaître pour remarquer que quelque chose ne va pas du tout. Son texte est de toute évidence préécrit, c'est un script qu'on lui a donné et ses mots n'ont pas l'air d'être les siens. After I planned in detail to accomplish my plan, I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Angakdo International Hotel, aimed at harming the work ethic and the motivation of the Korean people. Alors, il dit qu'il a mis ses bottes les plus discrètes, les meilleures bottes qu'il a pour se faufiler quelque part, et qu'il a volé le poster. Et il déclare que c'était une requête de l'église méthodiste et de la société secrète de son université, ces deux organismes étant reliés à la CIA. Tout ça dans le but de ramener un trophée et de se moquer de la Corée du Nord. Alors, c'est une sacrée histoire, c'est une sacrée confession. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais on avait Otto, le jeune étudiant de 22 ans, qui est maintenant devenu un espion de la CIA. Alors peut-être que ce texte, il l'a lu sous la contrainte, peut-être que c'était en échange de sa liberté, ou peut-être les deux, mais en tout cas, 16 jours plus tard, le jugement est rendu. Les juges coréens le condamnent à 15 ans d'emprisonnement et de travaux forcés. Et c'est pour ça que j'insistais autant au début de la vidéo, c'est une des règles les plus inflexibles du pays. On ne peut pas voler, dégrader, abîmer l'image des leaders. C'est vraiment quelque chose qui passe pas du tout, mais 15 ans. Mais le problème là-dedans, c'est que Otto, il a peut-être jamais volé d'affiche. Si vous regardez bien la vidéo, on voit une ombre décrocher une affiche à 1h57 du matin. On ne distingue pas vraiment qui c'est, on voit une silhouette, mais on peut même pas vraiment savoir si c'est un homme ou si c'est une femme en fait. Et en plus, je vous le rappelle, ce soir-là, il est censé avoir bu pas mal. Otto est censé avoir bu dans 2 bars différents pour fêter le Nouvel An, donc sa démarche, sa gestuelle, tout ça est censé être un petit peu altéré par l'alcool. Pourtant, il a l'air d'être très méthodique. Et on le voit un peu plus tard sur des images fixes cette fois-ci. Là, on peut le distinguer un petit peu mieux, on peut voir son visage. Mais c'est pas l'entièreté de la vidéo. C'est comme, on a un passage de vidéo et ensuite on a ces 2 images. C'est pas relié. Et puis, pourquoi il se serait habillé comme ça? Il a l'air d'être entièrement recouvert, il a l'air d'avoir presque chaud là-dessous. Et puis, en plus de ça, on voit son visage au bout d'un moment. Donc, à quoi ça sert tout cet attirail, s'il voulait vraiment se cacher, pour qu'il l'enlève ensuite? Vous comprenez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si tu arrives cagouler à un endroit, enlève pas ta cagoule au bout d'un moment. Mais bon, là encore, on peut se dire que peut-être que c'est vraiment lui, c'est quand même possible. Le truc, c'est que ses collègues de voyage déclarent tous la même chose. Ils sont restés dans le premier bar jusque 3h du matin. Ensuite de ça, ils sont allés à l'hôtel au 2e bar, et là, il était 3h passées. Mais le problème, c'est que sur la caméra de surveillance, la caméra qui filme dans l'hôtel, il est 1h57 du matin. Comment Otto aurait pu être filmé à 1h57 du matin à l'hôtel, alors qu'il était à plusieurs kilomètres de là, dans le premier bar? Et puis autre chose, pourquoi une aussi grosse sanction, alors que des touristes ont déjà été attrapés à traîner dans le 5e étage de l'hôtel? D'ailleurs, cette vidéo vient d'un touriste à une autre époque. Et tout ce qu'ils ont eu, c'était des sévères remontrances. Aucun des touristes n'ont pris 15 ans de prison. De leur côté, l'église méthodiste et la société secrète de l'université de Otto, parce que oui, il y en avait une, eh bien, ils ont tous les deux démenti avoir manigancé ce plan, avoir demandé à Otto d'aller chercher l'affiche.
Il faut savoir en plus que Otto est juif. Il n'est pas l'église méthodiste, c'est catholique. En tout cas, il n'est pas chrétien. Alors, est-ce que Otto aurait été piégé? Est-ce que ça aurait été un plan que le gouvernement nord-coréen aurait mis en place? Et si oui, pourquoi? Quelques semaines après le jugement de Otto, la Corée du Nord fait des essais de missiles. Et bon, quand tu fais des essais militaires, quand tu testes tes nouvelles armes super destructrices et que tu t'entends avec personne, c'est jamais bon pour les relations avec les autres pays. Du coup, les Nations Unies imposent des sanctions encore plus sévères qu'elles ne l'étaient envers la Corée du Nord. En gros, c'est moins d'importation et moins d'exportation pour la Corée du Nord, et ça c'est vraiment pas super pour l'économie du pays qui est déjà très fragile. Et du coup, la Corée du Nord, maintenant elle détient Otto, elle a un otage. Politiquement, ils ont maintenant une pression pour atténuer ces sanctions qui leur sont imposées. Ils peuvent utiliser Otto comme monnaie d'échange pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Donc les semaines passent, puis les mois, et rien. Silence radio. On ne sait pas où est Otto, on pense qu'il est emprisonné, mais on ne sait pas sous quelles conditions, on ne sait pas ce qui lui arrive, on n'a aucun moyen de communiquer avec lui. On est en 2016, c'est l'année des élections aux États-Unis. Le président Obama est en train de sortir du pouvoir et c'est le président Trump qui arrive. Et les deux, ils n'arrêtent pas d'envoyer des représentants du gouvernement en Corée du Nord. Ils essayent en fait, ils n'arrêtent pas d'essayer d'établir un contact, de savoir où est Otto, d'essayer de le rapatrier, mais ils n'y arrivent pas. Mais à chaque fois que les représentants reviennent aux États-Unis, ils reviennent quand même avec des nouvelles. Otto va bien, voilà. Bon, c'est des maigres nouvelles, mais au moins on apprend que Otto va bien. Mais impossible de le rapatrier. Puis imaginez les parents de Otto, pour eux c'est un supplice. Ils savent juste que leur fils va bien, mais rien d'autre. Leur fils qui est pas du tout un criminel, et il se retrouve dans le pays le plus dangereux au monde, un des pays les plus dangereux au monde, et ils n'ont aucune nouvelle. Et leur supplice va durer des mois et des mois sans savoir qu'est-ce qui se passe. Et enfin, une chose se passe. Le matin du 10 juin 2017, 18 mois après la disparition d'Otto, un petit avion décolle des USA. À son bord, il y a une équipe en mission ultra secrète. Il y a un médecin, 2 infirmiers et 2 représentants du département de l'État américain. Le médecin, il a une note dans sa poche sur un petit bout de papier. C'est écrit dessus que Otto n'est pas en bon état et qu'il se trouve dans un hôpital à Pyongyang. Cette équipe-là, personne ne sait où elle va. Leurs familles ne sont pas du tout au courant, personne n'est au courant, si ce n'est le gouvernement. Et ils se rendent en Corée du Nord pour aller chercher Otto. Cette mission, elle est extrêmement risquée. Pour déjà tous les points que je vous ai cités, ce pays est extrêmement fermé. Alors oui, le gouvernement nord-coréen leur a autorisé cette mission, mais premièrement, tout le monde n'est pas au courant dans le gouvernement, donc il peut y avoir des cafouillages. Les militaires, les gardes armés, qui sont peut-être même pas au courant qu'ils viennent, et ça peut aussi être un piège. Parce que pourquoi soudainement les Nord-Coréens auraient accepté de leur rendre Otto ? Soit ils s'attendent à avoir quelque chose en retour des États-Unis, ils font le premier pas, soit Otto leur coûte trop cher en soins peut-être. Ça, ils le savent pas encore, en fait personne ne le sait. Donc là, le groupe de sauvetage, ils avancent à l'aveugle, ils savent pas. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment mal se passer. Un des gros défis, c'est qu'ils peuvent pas faire le plein à Pyongyang. Ils peuvent pas mettre de l'essence dans leur avion parce que comme c'est une mission ultra secrète et que personne ne doit être au courant, ils peuvent pas arriver avec leur gros avion dans la capitale comme ça c'est pas possible. Donc il va falloir qu'ils prévoient un trajet qui leur fait faire un détour pas possible à travers la planète pour avoir suffisamment d'essence. Donc l'avion s'envole pour la mission de sauvetage. Il est dans le ciel, dans une zone contrôlée par le Japon, et il s'apprête à prendre une route aérienne qui n'existe pas officiellement pour se rendre en Corée du Nord. Et quand l'avion quitte la zone aérienne japonaise, le contrôleur leur dit « Nous mettons fin au service, la Corée du Nord est devant vous, bonne journée ». Et la radio se coupe, et c'est tout. À partir de ce moment-là, ils sont totalement livrés à eux-mêmes. 1 an et demi après avoir disparu, ils arrivent enfin à le rapatrier. Mais quand il revient, il n'est plus le même. Quand on le sort de l'avion, il est dans un brancard, il a une sonde d'alimentation dans le nez, il a le visage pâle et il est dans un état végétatif. Donc on l'installe dans un hôpital aux États-Unis, les médecins l'analysent et il a des dommages terribles. Bon, déjà, on lui a rasé la tête, son visage est vraiment très pâle et ses yeux sont ouverts. Ses yeux sont grands ouverts et ils réagissent pas. Ils réagissent pas aux stimuli, à la lumière, il a l'air d'être aveugle. Par contre, il est réactif au toucher et au bruit, mais voilà, pas au visuel.
Ses bras et ses jambes sont déformés, regardez ça, ils sont comme renfoncés vers l'intérieur et il a une large cicatrice sur le pied droit. Un autre détail très troublant, on dirait que quelqu'un a utilisé une pince et a réarrangé toutes ses dents du bas. Ces dents du bas, c'est vraiment super bizarre. Ces dents du bas sont tordues, se chevauchent alors qu'il avait une dentition parfaite avant d'aller en Corée du Nord. Et elles ont totalement bougé. C'est comme s'il avait changé sa dentition. Il a clairement des dommages au cerveau. Et il a l'air d'avoir subi la torture du waterboarding, mais c'est pas certain. En fait, ça, c'est une tactique d'interrogatoire absolument inhumaine. Et ça consiste à simuler la noyade par répétition. Tu vas mettre une personne la tête en arrière et tu vas la submerger d'eau jusqu'à ce qu'elle en puisse plus, puis tu vas arrêter juste avant qu'elle meure, juste avant qu'elle suffoque. Il y a plusieurs façons de le faire, mais en gros, c'est ça. C'est bien sûr totalement interdit au niveau international et c'est considéré comme une des pires techniques de torture qui existent. Et sur une longue période de temps, la personne qui subit cette torture peut manquer d'oxygène et subir de graves dommages au cerveau. Alors c'est pas certain qu'il ait subi cette technique de torture en particulier, mais une chose est sûre, c'est que son cerveau a subi de graves dommages liés à une privation d'oxygène. Regardez ça c'est un exemple de ce à quoi un cerveau normal ressemble, et ça, c'est ce à quoi le cerveau de Otto ressemble. Il aurait pu aussi subir des chocs électriques, mais voilà, les médecins sont incapables de mettre le doigt sur ce qui lui est précisément arrivé. Et l'état de Otto, il date pas d'hier. En fait, les médecins découvrent que Otto, il a été dans un état de semi-coma pendant 15 mois sur les 18 mois où il a été en détention. Le premier jour à l'hôpital est assez difficile, mais heureusement Otto est entouré de sa famille, de ses parents, et il a quelques petits moments d'éveil, de semi-éveil. Il va devenir très agité quand ses parents sont dans la pièce, quand il entend la voix de ses parents. On n'est pas sûr qu'il entend vraiment la voix de ses parents, mais en tout cas quand ils sont près de lui, il réagit. Mais c'est des moments qui sont assez brefs. Et on ne sait pas exactement à quel point il est conscient pendant ces moments-là. Mais malheureusement, son état devient trop grave. Les jours suivants, il ne réagit plus du tout au son et il tombe dans un coma profond. Une semaine après son retour chez lui, Otto meurt entouré de sa famille. La Corée du Nord a refusé d'endosser toute responsabilité pour ce qui est arrivé. Au début, ils ont déclaré que Otto aurait contracté le botulisme en détention. Le botulisme, c'est une maladie que tu attrapes dans la nourriture non conservée, mal conservée, et ça attaque le cerveau. Mais finalement, la version officielle, ce sera que Otto aurait fait une réaction à un somnifère qui lui aurait été administré en détention. Et c'est deux solutions qui sont plausibles. Il est possible que les dommages au cerveau de Otto soient dus à une de ces raisons. Médicalement, ça fait du sens. Mais pour le reste, pour l'état de ses dents, pour ses jambes complètement tordues, pour sa cicatrice, comment on explique ça? Comment ses dents se sont retrouvées totalement réarrangées différemment? Ça aussi, c'est un gros mystère. Parce que, en fait, logiquement, s'il avait subi un traumatisme, une torture, sa gencive aurait porté des traces de ça. Si on t'arrache la dent avec une pince, il va y avoir des traces sur ta gencive. Là, on a réarrangé ses dents, mais presque de manière chirurgicale. Il n'y a aucune cicatrice, aucune trace de trauma au niveau de la gencive. Donc ses dents ont bougé, ça c'est sûr et certain, mais on ne sait pas comment. Il y a aussi 2 dents qui ont été mystérieusement retirées, enlevées complètement. Ça, les médecins l'attestent et elles ont été remises. C'est un mystère total sur la méthode qui a été employée. Les parents de Otto ont poursuivi la Corée du Nord en justice et ils ont gagné. Je m'attendais pas du tout à ça, je sais pas pour vous, mais ils ont gagné. La Corée du Nord n'a pas contesté les faits et ils ont gagné le procès. Et comme peine, le tribunal a statué qu'il fallait faire un exemple. Il fallait pas faire seulement une peine pour réconforter les parents de Otto, mais aussi pour dissuader la Corée du Nord de refaire ça dans le futur. Alors la Corée du Nord a été condamnée à verser 501 millions de dollars de dédommagement à la famille de Otto. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est une somme symbolique parce que la Corée du Nord a totalement refusé de verser l'argent. Finalement, quelques années plus tard, les parents de Otto ont quand même réussi à avoir une petite somme. Ils ont reçu 240 000 dollars. Bon, c'est quand même une grosse somme, mais par rapport aux 501 millions. Donc, ils ont reçu 240 000 dollars de dédommagement grâce à l'État, grâce aux USA qui, en fait, ont saisi une banque dans laquelle la Corée du Nord avait des actifs. Donc, c'est un peu sous la contrainte, mais ils ont réussi à avoir de l'argent. Bien sûr, les parents d'Otto n'étaient pas
super ravis après ça, ça enlève absolument pas le traumatisme qu'ils ont vécu, qu'on peut à peine imaginer. T'imagines, toi, tu vois pas ton fils, ton frère, ton petit ami pendant 18 mois, et il revient en morceaux comme ça, c'est horrible. C'est sûr que Otto, c'était cet étudiant un peu fou de partir en Corée du Nord. On peut le critiquer pour ça, d'ailleurs beaucoup l'ont fait. Beaucoup critiquent le fait qu'il ait été en Corée du Nord et le discours de « Ah oui, mais t'es allé là-bas, alors tu savais ce qui t'attendait ». Mais en même temps, je trouve que c'est pas comme ça qu'on devrait se souvenir de lui, parce que des erreurs, on en fait tous, et qu'en plus de ça, il est quand même parti dans un cadre qui avait l'air sécuritaire, en ayant confiance en l'agence de voyage qui était claire sur le fait que c'était sécuritaire. Ça l'était pas, et il méritait pas du tout de traverser tout ce qu'il a traversé. Et puis Otto, c'était vraiment tellement plus que cette mauvaise décision qu'il a prise. C'était un étudiant brillant qui avait toute la vie devant lui et qui était passionné par le fait de voyager. Il voulait découvrir le monde avec ses propres yeux, découvrir des visages, des gens différents, et il était prêt à le faire malgré les risques. Et je trouve que c'est une belle manière qu'on se souvienne de lui. Alors est-ce que la Corée a intentionnellement tué Otto, ou alors est-ce qu'ils ont été trop loin ? Ils n'ont pas fait exprès de le tuer. Ça reste une question un peu en suspens, on ne sait pas trop. Parce que si c'était un otage politique, si c'était une monnaie d'échange, c'est quoi le but de tuer ta monnaie d'échange ? C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'il en avait trop vu. Ça, c'est une hypothèse qui est possible. Ah oui, et la dernière version en date de la Corée du Nord, c'est que Otto aurait quitté le pays en parfaite santé. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette histoire. Moi, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. Bye!